Où est-ce que vous passez? Moi j'ai besoin Mais sur de le tracé comprendre vert. ça. Le tracé vert, d'accord. Voilà, et le 45e, en fait, il n'est pas matérialisé sur les cartes IGN, c'est ce petit décalage-là de cartes. En fait, Voilà. parce que le 45e n'est pas Ouais. parallèle par rapport aux lignes IGN, quoi. D'accord. Donc là, il Ça, part je là, savais par pas. exemple. Bah, il est légèrement en pente, quoi. Moi, je suis photographe, je vis en Dordogne depuis à peu près toujours et j'ai une vie un peu élastique avec la Dordogne, dans le sens où je vis à Périgueux et puis je m'en vais souvent pour mon métier ou pour des projets et puis j'y reviens. Et voilà, je voyage pas mal, j'ai cette chance-là de pouvoir continuer surtout et je me suis rendu compte, voilà, avec les voyages successifs, que l'importance dans le voyage n'était pas forcément l'éloignement ou la distance, mais c'était plutôt une question de point de vue. Voilà, donc on n'avait pas forcément besoin d'aller loin pour voyager. Et pour illustrer un peu ça et rester dans l'imaginaire, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller dans un projet artistique qui allait justement interroger ces questions-là, ces questions de territoire, parce qu'on en parle beaucoup aussi depuis quelques semaines, voire quelques années, d'interroger qu'est-ce qu'un territoire auprès déjà de moi-même et puis des personnes que je pourrais rencontrer avec les autres artistes qui participent donc au projet et puis les gens qu'on allait rencontrer sur place, quoi. Et du coup, j'ai commencé à chercher un itinéraire en Dordogne, parce que voilà, un itinéraire qui n'existait pas, qui n'avait jamais été foulé, qui n'est pas un itinéraire gastronomique ou touristique. Voilà. Et je me suis rappelé, quand j'étais à l'école, que le point le plus court entre un point A et un point B, c'était une ligne droite. Donc je me suis mis à chercher une ligne droite de façon tout à fait arbitraire sur une carte. Et à ce moment-là, j'ai trouvé tout simplement une longitude, quoi. Et la longitude 45, donc le 45e parallèle, qui est donc le méridien qui a pour particularité de couper l'hémisphère nord en deux parties, exactement entre deux parties, entre le pôle nord et l'équateur. Ce qui fait qu'à partir de là, il y a beaucoup de symboles et beaucoup de poésie qui peut s'installer, dans le sens où, quelque part, la Dordogne est coupée par un fil imaginaire qui sépare un peu entre l'eau et entre la glace et le feu, ce département. Et on avait envie d'aller justement se jouer des codes et du décalage pour aller parcourir donc ce nouvel itinéraire et de voir ce qui s'y passait, à la fois en photographie, mais aussi en son pour l'artiste sonore qui m'accompagne et aussi dans l'écrit, dans la plume, pour l'auteur-écrivain qui m'accompagne également. Du coup, le projet s'est monté tout à fait naturellement, comme ça, en 1 an et demi, ça a pris du temps pour que ça prenne un peu de corps et un peu de maturité, et aussi de prendre le temps de repérer aussi, parce qu'on ne peut pas partir comme ça tout azimut sans matériel, sans cartographie très précise, au risque de ne pas mettre 7 jours, mais d'en mettre le double ou le triple, voire plus, quoi. Donc du coup, on avait beaucoup repéré le trajet qui va donc... Nous, on le parcourt d'ouest en est, donc de la jonction avec la Gironde, avec la jonction du Lot. Et il y a près de 110 km à vol d'oiseau. Donc on parcourt assidûment le plus proche de cette ligne-là. Ça, c'est le côté, on va dire, plus physique, plus sportif et concret. Et puis souvent, on se parle. Parfois, il y a des temps de silence aussi entre nous, où on essaye de rentrer dans des imaginaires qui nous permettent de créer des sons, des images, des futurs textes qui sont de l'ordre plus de l'émotion, de la poésie quelque part. Et tout ça sera restitué à partir de 2016, donc dans 1 an, dans une exposition, probablement à Périgueux dans un premier temps, et qui aura pour but aussi de voyager, et je l'espère notamment dans le territoire, et puis de voyager après en dehors de Aquitaine, et puis ailleurs aussi. Voilà. Alors donc vous avez démarré dimanche, c'est votre 2e étape ici à Montagnac-la-Crems. Qu'est-ce que ça correspond à ce que vous aviez imaginé ? On attend toujours quelque chose. C'est comme quand on part quelque part, hein, dans un voyage, on attend toujours peut-être un stéréotype, un cliché dont on a envie ou on a peut-être besoin pour se convaincre d'être venu à cet endroit-là. Et moi, je suis dans une autre démarche. J'accepte que dans le voyage, je ne peux pas voir tout le temps une forme, en tout cas, de beauté ou de quelque chose qui peut être intéressant à l'œil. Je pense que justement, le voyage devient particulièrement intéressant quand on accepte de aussi avoir des temps de silence et d'être dans des moments plus crus, plus durs, plus quotidiens,
physique, pourquoi pas. Et donc du coup, non, on s'attendait à avoir... je pense que quand on s'attend pas aux choses, c'est là où on les vit le plus, quoi. Voilà. Donc du coup, s'il y a des choses qui sont préparées, c'est plus pour des questions techniques, pour pouvoir progresser dans des kilométrages quotidiens qui sont raisonnables. Sinon, puisqu'on essaie de rencontrer des gens le soir, mais sinon non, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des choses, parce que c'est là où elles meurent d'elles-mêmes. L'inattendu, Oui. tout ce qu'on recherche dans le voyage. Vous avez rencontré des gens sur votre parcours. Est-ce que vous expliquez un petit peu aux gens ce que vous faites? Quelles sont leurs réactions? Alors pendant les jours de marche, on rencontre très peu de monde, hein. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de montrer que quelque part la Dordogne c'est un grand département qui n'est pas non plus dépeuplé, hein, complètement, mais on croise peu de gens parce que les gens travaillent, parce qu'ils sont peut-être chez eux, ou on croise des agriculteurs à droite à gauche, voilà. Mais croiser les gens, ça reste plutôt anecdotique, donc on n'en voit pas des masses, et quand on les croise, ben voilà, il se passe un temps un peu étonnant où ils voient arriver 4 bonhommes habillés pour marcher, et tout de suite on essaie d'aller vers eux pour justement leur demander, leur poser des questions, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils habitent là, ne serait-ce que, pas forcément pour noter d'un point de vue journalistique, mais plus pour se remplir un peu de leurs expériences, et puis voilà, de les laisser partir tranquillement. Mais on a croisé, hier on a croisé un couple de retraités qui était à vélo, à qui on a échangé un temps à parler, à manger des mûres au bord de la route. Enfin, ouais, c'est des choses très simples, et je pense que cette simplicité-là, elle fait justement partie dans l'improvisation ou dans la spontanéité. Elles remplissent ce qu'on peut appeler globalement le voyage, quoi. Voilà. Quand Nicolas t'a parlé de ce projet, quelle a été ta première réaction? Ça m'a intrigué, ça m'a intéressé, parce que moi, j'ai écrit un petit peu autour de ces questions de déplacement, j'ai écrit autour de figures de marcheurs dans l'histoire, début 19e, fin 19e. Et puis j'avais rencontré Nicolas lors d'une exposition à Périgueux pendant le festival dont il s'occupe. Et donc, enfin, au départ, moi, comme je connais vraiment pas du tout la Dordogne, cette partie-là, en tout cas l'axe qu'on suit, en fait, je suis parti moi, sur une curiosité et puis une envie de voir un petit peu sur une marche un peu sur quelques jours comme ça, avec d'autres, voir qu'est-ce qu'on partage. Et surtout, ce qui m'intriguait, c'était le fait d'être un peu hors chemin, entre guillemets, de traverser les prés, les forêts, et voilà, voir est-ce qu'on voit d'autres choses, est-ce qu'on voit différemment. L'église d'Issac, et Issac, oui, il y a le château de Montréal qui est pas loin. Eh oui. Qui est pas très loin. Et monsieur de Montferrand était pas là en ce moment. Si, ils étaient là ces jours-ci. Il était à ces jours-ci? Oui, oui, sûr. Parce que... Regardez bien, il y a 3 ou 4 jours, il était là. D'accord, bon, tant pis, Ouais. peu importe. Ça m'intéresse les figures de marcheurs. Alors c'est vrai que la marche est très à la mode, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui font des livres sur la marche, qui en parlent, il y a énormément de gens qui marchent. Enfin, bon voilà, c'est sûrement lié aussi à l'époque industrielle, aux grandes villes, à plein de choses, etc. Ou à l'envie de renouer avec un rythme lent. Enfin bon, on peut discuter longtemps, il y a plein de raisons qui font qu'il y a cette sorte d'engouement autour de la marche. Moi habituellement, je marche en montagne en fait. J'aime beaucoup, je marche essentiellement dans les Pyrénées, et j'aime beaucoup marcher dans les Pyrénées. Et là, c'est pas du tout la même chose en fait. Marcher en montagne et marcher dans une région comme celle-là, c'est pas du tout le même... Physiquement, c'est pas du tout la même chose. Je souffre plus des pieds là qu'en montagne. Et voilà, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que les figures de marcheurs après m'intéressent, quoi. Mais moi, je me suis intéressé à des figures de marcheurs radicaux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un personnage sur lequel j'ai écrit une bande dessinée qui s'appelait Albert Dadas, qui était un jeune ouvrier du gaz bordelais, qui lui a été le premier touriste pathologique ou le premier fugueur pathologique. Bon là je me rends compte effectivement, quand je marche là aujourd'hui, on a fait 25 km, je vois ce que c'est physiquement. Lui il faisait 70-80 km par jour, quoi. Et donc il avait pas les super les combinaisons, les machins, etc. Il était en godillot, en tenue d'ouvrier, et puis il marchait. Donc je vois, physiquement il y a toujours un truc d'assez impressionnant. Mais après c'est moi ça m'interpelle, ça me questionne de plein de manières, quoi, ces figures-là de marcheurs, quoi. Il y a la question du rythme, du déplacement, du rapport aux éléments, bien sûr, à la nature, etc. Puis après, souvent par rapport à l'écriture, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui écrivent ou
voilà, qui disent qu'ils ont besoin de ce temps. Et moi, je vois bien que quand je marche aussi, il y a une réflexion qui avance un petit peu aussi. Et puis, du coup, il y a peut-être quelque chose qui se libère dans le corps et qui fait qu'on pense à certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas... Voilà, mais moi je sais que j'écris après en fait. Là, je suis essentiellement sur essayer de ressentir des choses, de rencontrer des gens, parce que j'aime bien rencontrer des gens de manière générale. Et puis là, c'est l'occasion de sentir un petit peu dans un territoire comment les gens vivent, enfin des petites choses quoi. Mais je sais que j'écrirai après en fait. Et quand j'ai déjà fait de cette expérience-là d'écriture où j'attends en fait assez longtemps. Enfin 6 mois, 1 an, là je vais essayer d'aller plus vite, mais 6 mois, 1 an pour voir un peu quel filtre s'opère et finalement qu'est-ce qu'on retient de la réalité qu'on a vue et qu'est-ce qui nous a vraiment profondément marqué et qu'est-ce qui est important pour nous. Parce que finalement et après pour mes collègues c'est aussi la même chose, que ce soit en photographie ou en son, ce qui est important c'est d'arriver à évidemment trouver un point de vue très personnel sur les choses et partager quelque chose quoi. Quand tu pars dans les Pyrénées, tu dis bon, il y a des chemins qui sont tracés. Là, vous suivez pas un chemin tracé. Là, on est dans l'imaginaire. Oui, tout à fait. Ça je l'ai jamais fait. Après, bon, moi, je suis pas aventurier non plus. Il y a des gens qui font ça en Amazonie où il y a beaucoup plus de risques quoi, de faire ça, d'être hors chemin. Là, il y a quand même moins de risques objectivement. Mais je l'ai jamais trop fait. C'est aussi pour ça la curiosité de le faire, voir un peu ce que c'était de traverser. Et puis c'est étonnant. Parce qu'effectivement, enfin, vous voyez, on rencontre des gens adorables, voilà, parce qu'on traverse des propriétés privées. Bon, quand si c'est un petit jardin, on va pas faire comme dans le film avec Bonapulver, on va pas traverser les maisons et tout ça. Mais bon, on traverse quand même des propriétés privées. Donc il y a des gens qu'on a rencontrés depuis 2 jours, là, qui sont adorables, qui nous accueillent, et de l'eau, puis on discute un petit bout. Enfin voilà, on discute un petit peu, quoi. On ne veut pas les déranger non plus. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a un type, voilà, il était ulcéré parce qu'on était passé sur son chemin qui était privé. Bon voilà, ça c'est des réactions, c'est comme ça, mais c'est étonnant d'arriver comme ça dans le lieu, c'est vrai que... Mais bon, cela dit, les gens voient beaucoup de marcheurs aussi maintenant, les marcheurs, des randonneurs et tout, donc c'est pas la surprise non plus totale, quoi. Mais c'est marrant d'arriver par d'autres chemins, et effectivement, c'est une drôle de sensation, et là c'est là que notre collègue qui s'occupe des cartes et de chercher, etc., c'est vachement intéressant, parce que moi le seul lien familial, entre guillemets, enfin terrain intime auquel ça me fait penser aussi, c'est que j'ai énormément suivi mon père, avec lequel je vivais pas, mais dans les parties de chasse en fait quoi. Et donc il chassait la bécasse, qui est une chasse solitaire compliquée, etc., avec un chien. Et là on partait à travers bois et il n'y avait pas de chemin quoi. Donc en fait je me disais, ça me faisait penser à ça, à cette sensation d'être au milieu des bois et de chercher et de se repérer à peu près, de trouver les grandes directions pour retrouver et puis sortir pas où on pensait sortir, etc. Bon là ils ont repéré, il y a les cartes, il y a les satellites, enfin bon il y a plein de choses. Mais c'est quand même, enfin moi comme je suis pas trop les cartes, du coup, j'ai un peu cette sensation-là quand même quand on traverse des lieux, quoi. Quelqu'un veut boire quelque chose? Ah ben oui, Pinot, acide. on peut. Ça vous empêche pas de papoter après, hein? Pinot, ouais. Les lèches, Un petit attendez, pinot. ouais. Il vient d'où votre pinot? C'est monsieur le maire, c'est monsieur Prévost. Pardon. Bonjour, Excusez-moi. Non, je suis charentaise, Merci. donc... Oui, non, mais difficile il est sur très le bon, pinot. mais vous pouvez faire Moi, comparaison. je vais goûter alors, vous acceptez? Non, je cherche Montagnac, j'arrive pas. Montagnac et... J'en ai plus loin alors. Vilaimas. Alors toi, tu es le preneur de son dans l'équipe. Oui, preneur de son. Oui, en fait, je prends des sons. J'essaye d'entendre un petit peu ce qui attire mon oreille quand on traverse les paysages et de m'arrêter de temps en temps pour écouter à travers le spectre du micro et du casque ce que j'entends pas à l'oreille, parce qu'il se passe très peu de choses finalement. Donc voilà, il faut aller chercher un petit peu les sons. C'est assez subtil, mais il se passe des choses. Ouais. Tu parlais des oiseaux ce matin. Oui, ça fait partie des événements les plus courants de notre journée. On croise très peu de monde. Il y a les oiseaux, il y a les poules. On a croisé des chèvres, des vaches, mais elles n'ont pas fait de bruit. Donc voilà. Après, c'est le vent, les insectes. C'est essentiellement des petites choses comme ça. Et de temps en temps, il y a des petites fulgurances. Par exemple, je parlais des poules. Tout à l'heure, j'ai enregistré un coq qui chantait d'un côté de la vallée et dont l'écho s'entendait de l'autre côté de la vallée. Voilà, donc, petites choses comme ça. C'est une première expérience pour toi? Avec le son? Non, avec la marche et le son. Ah, avec la marche, oui. Avec la marche et le son, oui. Ouais, j'ai un petit peu marché, mais je ne suis pas un grand sportif ni un grand randonneur. Le son, oui, je le travaille depuis longtemps. Et la combinaison des deux, ça, c'est autre chose. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais d'ailleurs, parce que voilà, il faut porter le matériel. Il faut être attentif à la fois à ce qu'on fait dans la randonnée et puis à ces moments où il faut s'arrêter, parce que ça demande un temps, voilà, où
Il faut être attentif seulement à ça au son. Donc c'est nouveau, ouais, c'est une chouette expérience. J'ai essayé de faire des pieds et des mains auprès de tous les élus le long de la 89 pour faire reconnaître, y compris à l'IGN, en demandant sur les cartes qu'ils soulignent ces lignes remarquables. Ils m'ont répondu, l'IGN m'a répondu, beaucoup de politiques ne m'ont pas répondu. Mais l'IGN m'a répondu que le méridien de Greenwich, bien sûr, il ne peut pas dire que c'était rien, mais le 40e parallèle, pour eux, c'était rien. Ah ouais, peut-être, c'est une question de point de vue. Oui, mais je trouvais que c'était... Et ils m'ont dit surtout qu'ils ne pouvaient pas marquer sur la carte quelque chose qui n'était pas matérialisé au sol. Ils n'ont pas de poésie.